Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux carburants synthétiques. Donc on a aujourd'hui Pierre-Olivier Calandini de Aramco Overseas qui va faire une présentation dans un premier temps du potentiel de ces carburants synthétiques, donc potentiel d'un point de vue environnemental et économique, leur positionnement. Et puis ensuite, il vous présentera un projet industriel qui est en cours de lancement et pour lesquels il y a des recherches de partenaires associés. Donc avant de laisser la parole à Pierre-Olivier, donc on va vous présenter très rapidement les pôles de compétitivité Cap Énergie et puis Next Move, puisqu'on organise l'événement en commun. Donc je commence très rapidement avec Next Move. Qui est un pôle de compétitivité dédié à l'automobile et la mobilité. Alors, est-ce que mes slides passent? Donc, on travaille sur quatre drivers principaux, hein, la mobilité à faible empreinte environnementale, donc dans lequel ce webinaire s'inscrit aujourd'hui, la mobilité sûre, autonome et connectée, les nouveaux services et solutions de mobilité, et puis l'excellence industrielle et opérationnelle. On a aujourd'hui un réseau d'un peu plus de 600 membres, dont vous voyez aujourd'hui quelques acteurs sur ce slide. Donc voilà pour Next Move, donc, qui est le nouveau nom de Moveo, hein, pour ceux qui seraient passés à côté de l'information. Donc nouveau nom depuis le 1er janvier 2021. Sylvain, je te laisse la parole pour présenter Cap Énergie. Ouais, donc moi je voudrais surtout te remercier Geoffroy et donc remercier Moveo devenu Next Move, je m'y fais à nous avoir invités en fait à participer et donc à co-animer cet atelier. Donc on collabore ensemble dans le cadre de l'Interpol national, la Smart Energy Alliance, avec un certain nombre de pôles qui interviennent sur ces domaines mobilité, énergie, numérique, voilà. Et c'est avec grand plaisir voilà, que je suis là aujourd'hui. Donc Cap Énergie, juste en deux mots, c'est un pôle de compétitivité donc qui est dédié aux énergies bas carbone. Hein, voilà, donc c'est l'aspect motorisation décarbonée et qui a pour territoire de mission essentiellement la région sud, la Corse, Monaco, aussi la Guadeloupe et la Réunion. Voilà, et on a un certain nombre d'actions communes avec les autres pôles et le sujet des carburants synthétiques est effectivement un sujet à la croisée de nos domaines d'activité. Voilà, donc bienvenue à tous et merci encore à toi Geoffroy et à Moveo de nous avoir invités. Merci Sylvain, et donc je passe la parole à Pierre-Olivier et je vais charger la présentation tout de suite. Ok, merci Geoffroy. Oui, en introduction, merci à Moveo, Next Move, d'avoir organisé ce webinaire qui va nous permettre de partager notre vision un peu et notre actualité sur les carburants synthétiques. Juste pour introduire un peu Aramco et puis le site de recherche qui est à Paris. Donc c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent depuis maintenant un peu plus de 2 ans sur la thématique des carburants synthétiques et qui lead cet effort pour Aramco globalement, donc avec principalement bien sûr des gens de Paris, mais on a aussi d'autres teams en Arabie Saoudite, aux États-Unis et en Chine qui travaillent avec nous ce sujet-là, parce que c'est un sujet global, c'est pour une vision énergie globale pour les 20 années à venir. Donc c'est un sujet qui a de l'importance et le contenu de la présentation que l'on va faire avec vous aujourd'hui est un contenu global, hein, pas uniquement France, même si notre objectif est de construire un projet industriel en France. Il est principalement tiré par une vision globale du point de vue de l'énergie et de l'énergie pour le transport dans les années à venir. Donc moi, de mon côté, donc je peux pas présenter les slides, hein, donc je laisse Geoffroy avancer au fur et à mesure. Et j'ai compris que donc les participants pouvaient poser des questions sur le chat, et puis on y répondra à la fin de la présentation.
Voilà, c'est ça. Donc, surtout que tout le monde garde bien ses micros coupés et puis passe par le chat pour poser les questions. Ça permettra une bonne qualité du webinar. Merci à tous. Ok, donc le slide suivant. Donc, c'est une introduction sur les carburants synthétiques et le lien entre les carburants synthétiques et l'économie d'hydrogène, hein, qui est, je pense que tout le monde a entendu parler de cette vision long terme sur l'hydrogène. L'hydrogène a beaucoup d'intérêts, hein, notamment d'être décarboné, notamment d'avoir différents processus de production, dont le plus emblématique aujourd'hui est toute la partie électrolyse à partir d'énergie renouvelable, qui même si c'est encore une technologie qui est encore, on va dire, assez coûteuse par rapport à des procédés concurrents, a un potentiel très très important, tant en termes de développement des énergies renouvelables, mais aussi de coûts, hein. Donc là, vous pouvez trouver dans la littérature énormément de choses qui ont été faites pour estimer l'évolution des coûts de l'hydrogène pour les années à venir, avec l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable. Donc c'est quelque chose d'assez prometteur, où il y a aujourd'hui de lourds investissements qui commencent à se faire, et pour lequel on voit cet hydrogène vert devenir compétitif dans les décades à venir. L'hydrogène, malgré tout, pose un certain nombre de problèmes, hein, de par sa nature, donc des problèmes de stockage, des problèmes de distribution et de sécurité, des problèmes de logistique. Normalement, lorsque on veut échanger des quantités importantes d'hydrogène entre des pays ou entre des continents. Donc il y a énormément de challenges qui restent sur l'hydrogène, et un des moyens de déverrouiller un certain nombre d'items liés à ces challenges est de transformer l'hydrogène en d'autres vecteurs énergétiques tels que l'ammoniac, le méthanol, qui sont les plus connus, mais aussi les carburants synthétiques. Donc c'est l'objet de la présentation, c'est de se focaliser sur les carburants synthétiques qui peuvent être produits à partir de l'hydrogène et précisément de l'hydrogène vert. Sur le slide suivant, s'il te plaît, Geoffroy. Alors, c'est important, donc ça c'est une étude qui a été faite il y a quelques années par l'IAE, qui montre que l'énergie renouvelable est bien au-delà de la demande énergétique aujourd'hui et telle qu'elle pourrait l'être en 2040. Donc pour différentes places du monde, vous pouvez voir un petit camembert qui donne le potentiel d'énergie renouvelable à travers différentes sources, hein, solaire, vent, géothermie, hydroénergie, océan, bioénergie. Et nous avons rajouté sur ce slide-là la demande énergétique, donc telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est estimée en 2040. Donc vous pouvez voir que l'énergie renouvelable n'est pas une source qui est limitante tant que l'on trouve le moyen de l'exploiter et de la canaliser vers le besoin, hein, vers la demande. Ce qu'on voit sur cette figure aussi, ce qui est assez notable, c'est que l'énergie solaire est dominante et en abondance principalement en Afrique, hein, dans le Moyen-Orient et en Australie. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'investissements, de gros investissements solaires dans ces régions-là, et qui
permettent des coûts d'électricité records, hein, parce qu'on parle de coûts qui aujourd'hui sont plus bas que 10 centimes par kilowattheure. Donc tout l'enjeu pour l'avenir, pour aller vers un monde qui maximise ses ressources renouvelables et qui minimise les émissions de carbone, et de trouver des solutions pour transformer cette énergie-là et la canaliser et la mener vers les utilisateurs, vers les grands pôles de besoins énergétiques qui sont principalement les pays développés et les pays en voie de développement, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, la Chine, etc. On va aller sur le slide suivant. Là, je vous ai mis de façon assez simplifiée les différents procédés qui sont aujourd'hui connus et pour certains appliqués dans le domaine industriel. Un vecteur énergétique ou un support énergétique gazeux ou liquide. Donc le plus connu aujourd'hui est l'ammoniac. Je reviendrai après, j'ai un slide qui est dédié sur cette partie-là qui donne un peu les mouvements actuels sur l'ammoniac. Il y a aussi le méthanol. Le méthanol peut être utilisé comme combustible, mais peut être aussi transformé en essence par un procédé méthanol to gasoline qui est aujourd'hui déjà développé par un certain nombre d'industriels. Et la dernière route est l'utilisation d'un gaz de synthèse avec un procédé Fischer-Tropsch qui permet, suivant différents choix de catalyseurs, d'obtenir différents streams légers et plus ou moins lourds, comme du jet fuel, du diesel, de l'essence, un peu d'essence, et aussi des wax. Donc ça, ce sont les procédés les plus connus qui sont utilisés. L'enjeu est de trouver des solutions techniques qui permettent de maximiser le rendement de ces procédés-là pour maximiser les produits et réduire, bien entendu, les coûts de production. Je peux aller sur le slide suivant. Donc, un slide qui est dédié à l'ammoniac, hein, qui est on va dire la première molécule chimique qui est facilement synthétisable par ces procédés et qui est la moins chère à produire. Aujourd'hui, c'est clairement une tendance d'utiliser l'ammoniac pour la génération électrique. Donc, on a un certain nombre d'initiatives à travers le monde qui sont déjà lancées à l'échelle du mégawatt. Hein. Donc, on est bien au-delà. On a déjà dépassé les démonstrations type laboratoire. Le Japon, par exemple, s'approvisionne aujourd'hui, commence à s'approvisionner aujourd'hui en ammoniac. Alors, c'est l'ammoniac qu'on appelle du blue ammoniac parce qu'il est issu d'hydrogène décarboné obtenu à partir de gaz naturel et de capture de carbone. Mais l'ammoniac sera certainement dans les années à venir aussi fabriqué à partir d'hydrogène vert. Il y a des investissements majeurs qui sont en train de se faire. Donc, par exemple, l'Asian Renewable Energy Hub à Pilbara, qui investit plus de 6500 km² pour produire environ 50 terawatts d'électricité pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac et principalement alimenter les marchés asiatiques. Donc c'est une tendance forte et qui va grandir, hein, puisque là il y a clairement un business model qui se met en place pour ce type de production. L'ammoniac, alors aujourd'hui on parle de carburant, mais l'ammoniac est aussi vu comme un carburant potentiel pour le maritime. Donc il y a des grands industriels comme MAN, Wärtsilä, etc., qui travaillent
cette thématique-là pour adapter leur motorisation à l'ammoniac. Et ça peut être aussi un carburant qui pourrait être vu aussi pour le transport routier. Donc il y a des choses intéressantes à regarder sur l'ammoniac. Il y a du potentiel et c'est aujourd'hui le moins cher des carburants synthétiques. On va aller sur l'autre slide. L'ammoniac a ceci très intéressant, c'est qu'il ne contient pas de carbone. Contrairement aux autres catégories de carburants synthétiques qui vont nécessiter des chaînes hydrocarbonnées pour pouvoir les rendre liquides et puis pouvoir les utiliser de façon complètement drop-in dans les carburants existants. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ces carburants synthétiques type drop-in permettent de recycler le carbone, le CO2, et vont permettre de valoriser ce CO2 et donc de créer mécaniquement une économie circulaire pour le CO2. Donc aujourd'hui, il y a deux sources de CO2 majeures, on va dire 3 avec le bio, mais le bio a beaucoup plus d'intérêt à être transféré en biocarburant que de venir participer au carburant synthétique. Mais en dehors du bio, donc on a le CO2 industriel, notamment pour les industries qui ne seraient pas capables d'atteindre une réduction de CO2 majeure. Donc c'est quelque chose qui pourrait très bien être envisagé au lieu d'avoir ce CO2 qui soit un déchet industriel, de le revaloriser à travers une filière carburant synthétique. Et puis le long terme, c'est surtout le DAC, les systèmes de capture de CO2 dans l'atmosphère. On a déjà des systèmes de capture, disons de capture de brassage d'air pour la fabrication de l'ammoniac, pour extraire l'azote. Et on peut très bien envisager, et il y a un certain nombre d'acteurs qui regardent ça de façon très sérieuse aujourd'hui, d'avoir des systèmes qui permettent aussi d'extraire le CO2 de l'atmosphère. Il y a différentes technologies qui sont regardées de capture. Aujourd'hui, en interne à Aramco, nous avons un objectif moyen terme pour avoir ce genre de technologie industriellement viable avec un objectif de 100 à 150 € la tonne de CO2. Donc, une fois ce CO2 disponible, une fois cet hydrogène décarboné disponible, donc, et les procédés en place, tout l'écosystème est là pour avoir des carburants synthétiques qui puissent alimenter les différents besoins énergétiques, que ce soit pour l'industrie, pour la génération électrique ou le transport. Donc maintenant, la question, c'est quel est l'intérêt de ces carburants synthétiques? Donc, je vous ai donné quelques éléments sur les slides suivants. Donc le premier, c'est une étude Life Cycle qui a été faite avec ThinkStep, qui est aujourd'hui un des leaders sur les données Life Cycle, qui compare différentes solutions pour une application passenger car en termes d'énergie et de véhicules, et qui regarde leur potentiel ou leur contribution au réchauffement climatique. Donc, on a du moteur à combustion, qui est ce qui est couramment utilisé et en série aujourd'hui, en référence, donc ICE gasoline, la première colonne. Nous avons regardé du fuel cell avec de l'hydrogène. Nous avons regardé du moteur à combustion avec de l'hydrogène. Nous avons regardé du moteur à combustion avec du carburant synthétique issu d'une filière méthanol to gasoline. Et enfin, nous avons regardé du moteur à combustion avec du carburant issu d'une filière synthétique Fischer-Tropsch. Et tout ça en comparaison avec le véhicule électrique qu'il utilise une électricité mixte, donc avec
vision carburant électricité Europe 2030, ou qu'il soit alimenté directement par des panneaux solaires ou du vent, ce qui est surtout une vision de l'esprit, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'alimentation directe. Les sources d'énergie renouvelable passent d'abord par le réseau électrique avant de se distribuer vers les différents consommateurs. Mais c'est pour référence et ça permet de donner un peu, de définir un peu les bornes de potentiel de réduction des émissions à effet de serre. Donc là, je pense que tu peux cliquer, Geoffroy, d'avoir juste une petite animation. Voilà. Donc on a regardé uniquement, on a retenu uniquement les candidats qui ont le même potentiel, voire qui sont potentiellement meilleurs que le véhicule électrique. On a éliminé effectivement tous les autres candidats, puisque l'objectif à la fin, c'est d'avoir des technologies qui puissent contribuer de façon efficace à l'enjeu climatique. Donc, on voit que finalement, en plus du véhicule électrique, un certain nombre de solutions donc, sont compétitives sur cet aspect-là, y compris bon, c'est évident de dire du fuel cell avec de l'hydrogène, mais y compris du moteur à combustion avec de l'hydrogène ou avec du carburant synthétique, pour peu que le procédé de production comporte un certain nombre d'éléments importants, comme l'utilisation, bien sûr, de l'énergie renouvelable. Ça, c'est le point commun, on va dire, quasiment à toutes les solutions, et une efficacité de l'unité de production d'énergie mécanique, donc du moteur à combustion lui-même. Ce qui est aussi intéressant de noter dans cette étude-là, c'est que on a certains cas où, même si on utilise de l'énergie complètement renouvelable, on ne réduirait pas de façon importante, ou au moins de façon équivalente à un véhicule électrique, l'empreinte carbone de l'application. Donc, par exemple, brûler de l'hydrogène dans un moteur à combustion avec de l'hydrogène produit par du panneau solaire en Europe, on est plutôt sur la borne haute, on est plutôt et voire légèrement moins compétitif que d'utiliser directement cette énergie électrique dans un véhicule électrique. De même, produire des carburants synthétiques à partir d'électricité, du mix électricité européen, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Là, on serait complètement en dehors de l'objectif de réduire, puisque on augmenterait même l'empreinte carbone sur ce type d'application. Donc, il est important de bien regarder l'ensemble à la fois des procédés et des émissions pour être sûr qu'à la fin soient retenus les candidats qui ont vraiment du sens pour l'enjeu climatique. Pour cela, les carburants synthétiques sont une option, puisqu'on voit du carburant synthétique produit à partir d'énergie renouvelable de vent en Europe ou de solaire dans des pays du Moyen-Orient ou en Afrique, ont une empreinte carbone équivalente aux véhicules électriques. Donc là, on était sur l'aspect enjeu climatique. Sur le slide suivant, donc cette fois-ci, on regarde la contribution sur la flotte en Europe avec une vision 2050 neutre en émissions de carbone. Donc là, il y a un certain nombre de scénarios qui sont explorés par énormément de laboratoires, d'universités, etc. Donc, bon, j'en ai retenu un, mais on peut trouver énormément de références, qui est un scénario qui a été publié l'année dernière par FEV, qui est assez récent, et qui montre que un des moyens d'atteindre la neutralité carbone, notamment pour le transport en 2050, a un coût
le plus faible pour la communauté européenne, hein, pour la société européenne, est de s'appuyer principalement hein, sur l'électrification, bien sûr, mais aussi sur les carburants renouvelables, que ce soit des biofuels génération 2, génération 3 ou des carburants synthétiques. C'est l'option la plus rentable économiquement et la plus safe pour atteindre cet enjeu-là en 2050. Une option tout électrique pose un certain nombre de problèmes, à la fois de développement du réseau, à la fois de disponibilité de matières premières, à la fois un certain nombre encore de points ouverts sur le recyclage des batteries, etc., etc. L'option carburant synthétique, aujourd'hui, n'a que très peu d'enjeux majeurs, à part la nécessité d'avoir des investissements assez considérables, hein, quand même, pour la production de ces types de produits. Sur le slide suivant, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le coût des carburants synthétiques, et donc c'était important aussi de partager avec vous sur les éléments coûts, sur ces deux slides-là. Le premier slide explique tout simplement que le coût principal d'un carburant synthétique, c'est le coût de production d'hydrogène. Donc on est complètement dans la vision hydrogène, où 85% du coût est porté par le développement de l'hydrogène. Le coût additionnel de production d'un carburant synthétique reste très faible en regard de cet investissement majeur de production d'hydrogène et de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Okay, donc ça, c'est le coût de production. Ce qu'il faut bien avoir aussi en tête, c'est qu'après, il y a des coûts logistiques. Et là, on est sur un ordre de grandeur complètement différent entre la logistique d'un carburant liquide, hein, qui est aujourd'hui, les investissements sont en place, le coût logistique est très très faible, hein, puisqu'on parle de moins de 10 centimes par litre, par rapport au coût logistique de l'hydrogène, qui pose des problèmes majeurs, à la fois en termes techniques, mais aussi en termes industriels et en investissement. C'est là où on a tout l'intérêt des carburants synthétiques. Comme vous avez vu dans le second slide, l'énergie renouvelable, globalement, n'est pas forcément proche de la demande, donc nécessite de trouver des solutions logistiques pour acheminer cette énergie-là vers les grands pôles industriels qui sont l'Europe et l'Asie. Et donc c'est là où ces carburants synthétiques prennent toute leur valeur de pouvoir surmonter ces enjeux logistiques. Sur le coût de production, globalement, on voit aussi une très nette réduction du coût d'ici 2030 et 2040, principalement liée à la réduction du coût de l'électricité. Hein, vous entendez régulièrement des nouveaux records sur des investissements de champs électriques renouvelables, mais aussi sur le coût des électrolyseurs, hein, qui sont des pièces très massives et très importantes, où on voit le coût divisé par 2, voire par 3 dans les décades à venir. Sur le slide suivant, je vous ai mis une publication qui a été faite très récemment par Unity, qui est un groupe en Allemagne qui regroupe un certain nombre d'acteurs de mineral oil en Allemagne, et sur lequel ils ont fait un certain nombre de calculs pour estimer le coût à la pompe d'un carburant synthétique à différents horizons de temps, 2025-2050. Alors, bien sûr, je ne peux pas partager les calculs faits par Aramco. On le partagera très volontiers avec les différents partenaires qui se joindraient à nous dans le projet,
sous couvert de NDA, mais on a des coûts qui sont même un peu plus positifs que cette étude-là qui est disponible et qui donne déjà un premier ordre de grandeur qui est très intéressant. C'est-à-dire que pour 2030, on sait atteindre, suivant l'échelle de production, on sait atteindre un coût de production qui est assez proche de 1 euro le litre. Et pour un horizon 2040-2050, il y a des solutions aujourd'hui pour être de l'ordre de 1 euro, voire légèrement en dessous, en termes de coût de production. Et après, de coût à la pompe, ça va dépendre énormément du système de taxation, puisque comme vous le savez, la plus grosse part du coût, ou une des plus grosses parts du coût d'un carburant, est la taxation qu'il subit à travers les différents pays. Il y aura certainement des évolutions de taxation, ne serait-ce que à cause de la croissance du parc de véhicules électriques qui va amener nécessairement un manque à gagner sur l'item de taxation pour les différents pays. Donc une vision économique assez positive, un positionnement moyen terme, un carburant synthétique viable. Donc tout ça nous laisse entrevoir des perspectives industrielles très intéressantes. Sur le slide suivant, donc j'ai résumé très brièvement un certain nombre de points forts. Bon, c'est bien sûr la disponibilité de l'énergie renouvelable, les solutions pour lever les barrières logistiques pour des transferts d'énergie intercontinentale importantes. L'absence de devoir investir dans des infrastructures majeures. Donc là, j'ai donné des ordres de grandeur. Hein. Une station hydrogène, c'est entre 2 et 3 millions d'unités, uniquement pour la station. Hein. Là, je ne cite pas après toute l'infrastructure qu'il y a derrière, qui va certainement doubler, voire tripler le coût d'infrastructure. De même pour l'électricité, une station de recharge, c'est aujourd'hui une recharge rapide. On est à peu près sur un demi-million la station, sans parler aussi de toute l'infrastructure derrière qui va doubler le poids économique de cet investissement. Donc toutes ces infrastructures n'ont pas besoin d'être tout cet investissement, n'a pas besoin d'être fait pour des carburants liquides puisqu'il bénéficie de fait de l'infrastructure existante et construite ces 50 dernières années à travers l'Europe. Les carburants synthétiques permettent aussi la valorisation du CO2 et donc vont nécessairement tirer un marché d'échange du CO2 pour pouvoir être utilisé à grande échelle pour la synthèse des carburants synthétiques. Il y a aujourd'hui des technologies qui sont disponibles pour faire des carburants synthétiques économiquement viables. Il y a un certain nombre d'initiatives qui existent. Je vous ai fait vite une petite revue, le slide d'après. Vous verrez, c'est très intéressant. Et donc, ce qu'il faut pour avancer vers ce type de technologie, c'est démontrer la viabilité à l'échelle industrielle. On peut discuter ce qu'on appelle l'échelle industrielle, hein, où on parle de quelques millions de litres par an, dans un premier temps. Et puis aussi une législation qui aide le développement de ce type d'investissement sur le long terme, et principalement qui reconnaît le caractère bas émission pour les effets de serre de ce type de produit. Sur le slide suivant, le slide 12, je vous ai résumé les dernières grosses initiatives qui ont été lancées, on va dire, ces 2 dernières années, 2-3 dernières années, pour développer et toiser les enjeux industriels des carburants renouvelables de façon globale. Une grosse partie
sont des carburants synthétiques. La dernière initiative, c'est plus sur du renouvelable avec des carburants issus d'algues. Ce que l'on voit majoritairement, c'est qu'il y a énormément d'investissements qui sont faits, principalement en Allemagne, où il y a un mouvement sur les carburants synthétiques qui est assez fort, un petit peu aussi en Finlande, aux États-Unis, au Chili. Donc bon, au Chili, on peut considérer que c'est aussi une initiative allemande, puisque c'est une annonce qui a été faite en décembre par Porsche et Siemens Energy. La Chili étant très intéressante du point de vue de l'énergie éolienne. Et puis en Arabie Saoudite, puisque on a un grand site qui est en train de se construire qui s'appelle Neom, qui est au nord-ouest de l'Arabie Saoudite et qui se veut devenir un site majeur en termes de production d'énergie renouvelable et de tout l'écosystème lié à l'utilisation et la valorisation de cette énergie renouvelable. De notre côté, pour ce qui regarde Aramco et puis notre activité, donc nous avons aussi une initiative jointe avec Repsol en Espagne pour démontrer à un niveau pré-industriel la production de carburants synthétiques suivant le procédé Fischer-Tropsch pour à la fois avoir des produits type jet fuel, diesel et essence pour les différents modes de transport. Donc ça, c'est une activité qui a été lancée, une initiative importante qui a été lancée l'année dernière et pour lequel nous sommes en passe de finaliser l'ingénierie des unités de production et pour lancer une construction très rapidement en 2022. Voilà. Donc maintenant, j'espère que cet disons, je vous ai donné rapidement un overview carburant synthétique. Chaque slide mérite des approfondissements majeurs. Je pourrais partager un certain nombre de références si vous le voulez sur les différentes thématiques. Donc, mais le but était de vous donner très rapidement notre vision sur les différents items, que ce soit la disponibilité énergétique, l'intérêt économique et le mouvement des investissements à travers le monde sur ce type d'industrie. Maintenant, si je parle un peu de notre projet, parce que le but était principalement pour nous de communiquer largement et de recueillir ou d'inviter un certain nombre d'autres partenaires industriels à travers un projet que nous regardons maintenant depuis quelques mois pour une démonstration en France. Alors pourquoi la France? C'est-à-dire on est déjà en Espagne, il y a des choses qui sont en Arabie Saoudite, il y a pas mal de choses qui sont à travers le monde. Pourquoi la France? Alors principalement parce que déjà la France est quand même un pays d'excellence sur la pétrochimie, les transports et l'énergie. Donc, il y a beaucoup de sens pour utiliser cette excellence-là pour développer une démonstration industrielle qui soit benchmark pour ce type d'activité-là. La deuxième raison, c'est que la France a potentiellement, aujourd'hui l'énergie électrique avec la plus faible intensité en carbone, principalement liée aux renouvelables, mais aussi des investissements majeurs qui sont regardés pour l'éolien, ce qui permet de combiner ces deux types de sources et d'assurer une disponibilité énergétique avec un certain nombre de qualités qui permettent d'atteindre, suivant nos estimations, un produit benchmark en termes de coûts de fabrication et d'investissement. Donc ces deux items-là rendent la France très très intéressante en termes de démonstration industrielle, voire même de développement industriel.
Après, il y a 2 autres systèmes, mais qui sont on va dire, d'un second ordre en termes d'importance, mais qui est important de souligner quand même, qui sont de pouvoir évaluer la chaîne entière de valeur pour l'économie en France, avec tous les acteurs que nous avons, y compris dans le transport, et aussi de préparer un certain nombre de pôles industriels aujourd'hui à cette transition énergétique-là, en tout cas de participer à cette transition énergétique-là, sous l'angle de production de carburants synthétiques. Notre objectif, c'est une démonstration à l'échelle, ce que je disais, d'environ 3 millions de litres par an. Donc c'est déjà une petite unité industrielle, pour une estimation d'à peu près 80, d'investissement global d'à peu près 80 millions d'euros, qui regroupe à la fois l'investissement sur la partie production hydrogène et sur la partie transformation chimique. Après, les discussions autour des différents procédés, surtout de la filière, c'est quelque chose qui est encore assez ouvert aujourd'hui. Il y a 2 filières qui sont intéressantes pour nous, qui nous intéressent plus particulièrement, qui sont la filière ammoniac et la filière méthanol to gasoline, puisque pour nous, en Europe, la filière Fischer-Tropsch est déjà couverte par le projet que nous avons lancé en Espagne l'année dernière. Voilà, c'était mon dernier slide. Si vous êtes intéressé par le projet, donc n'hésitez pas à nous contacter. On est en phase de finalisation des partenaires. Il y a encore quelques places, hein. On cherche encore quelques acteurs majeurs dans certains domaines pour avoir un projet qui tienne la route en termes de projet industriel. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci Pierre-Olivier. Alors, il y a déjà une question, n'hésitez pas à les poser sur le chat pour les autres. Peut-être, est-ce que tu peux nous préciser le type de partenaire qui est recherché? Oui, bien sûr. Alors, principalement, donc aujourd'hui, on n'a pas encore sélectionné nos partenaires sur la production hydrogène. D'accord. Donc, fournisseur d'hydrogène bas carbone, du coup? Oui, fournisseur ou partenaire. Hein. C'est un investissement électrolyse et aussi un investissement intéressant pour nous. Si je vous donne un parallèle sur le projet en Espagne, on couvre dans ce projet-là, on couvre la production électrique, donc il y a 40 MW d'éoliennes, la production hydrogène, un peu plus de 20 MW, et puis toute la partie chemical pour produire, la chemical et aussi upgrade pour certains produits. Puisque quand on sort de Fischer-Tropsch, on a besoin d'en rajouter des unités des unités supplémentaires. Donc tout ça fait partie du projet. Donc notre idée, c'est un projet d'une ampleur similaire, avec des procédés chimiques différents. Donc là, c'est plutôt notre cœur de métier. Et on recherche à la fois, on a déjà des partenaires, mais on n'a pas finalisé nos choix sur la partie production hydrogène, et sur la partie upgrade pour les produits finaux. D'accord. J'ai une question, donc Sylvain Brémond de Cap Énergie qui demande si tu peux donner la source de la comparaison de la slide 7. Alors la slide 7, c'était laquelle? C'est celle sur laquelle on a une LCA des différents, voilà. Oui. Donc quelle est la question sur ce slide-là? Est-ce que tu peux donner la source et comment a été bâtie cette comparaison? Bien sûr. Alors la source, je pense que je peux pas encore la donner parce que c'est pas publié. Ça va être publié dans un journal là très prochainement. C'est un travail qui a été fait à Aramco ThinkStep l'année dernière. Donc c'est principalement
issus des données Gabi, hein, qui sont le logiciel vendu par ThinkStep, et qui a permis d'évaluer les différentes solutions. Et par contre, je peux vous donner un certain nombre de sources qui ont déjà été publiées, qui n'ont peut-être pas l'ensemble des cas qui sont sur ce graphe-là, mais qui, en recoupant, permettent de recalculer ces cas-là. Et puis, nous avons aujourd'hui un certain nombre d'initiatives avec des partenaires industriels pour mettre à jour cette étude-là avec encore d'autres cas et d'autres technologies. Voilà, donc la source, je vous fais suivre le lien dès que c'est publié. C'est issu de travaux internes avec ThinkStep. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en ai une en tout cas, c'est vrai qu'on parle souvent de consommation d'énergie primaire quand on parle d'e-fuel et quelques études montrent qu'on consomme au final beaucoup d'énergie primaire. Quels sont les calculs que vous avez faits, vous, de votre côté, sur cet aspect-là? C'est une question très très intéressante qui revient assez souvent. Donc, ce que je disais, c'est qu'on ne consomme pas beaucoup plus d'énergie primaire par rapport à la production d'hydrogène. Donc, l'hydrogène étant le vecteur énergétique de demain, donc l'énergie supplémentaire pour synthétiser, pour combiner l'hydrogène et en faire d'autres produits reste quand même assez faible par rapport à l'énergie qu'il faut mettre en œuvre pour produire l'hydrogène. Donc, une grosse partie, c'est la production d'hydrogène. Après, je pense que cette question-là, elle vient souvent parce qu'elle vient en comparaison avec une vision très simpliste qui est l'utilisation de l'électricité renouvelable dans un véhicule électrique. Okay, et on dit un véhicule électrique, il a un rendement meilleur qu'un véhicule thermique, donc on utilise plus d'hydrogène. Dit comme ça, ça paraît évident, mais malheureusement, c'est une vision qui est très très simpliste. Parce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un véhicule électrique, il n'y a pas de lien direct entre votre véhicule électrique et la production d'énergie renouvelable. Et donc, on oublie un certain nombre de phénomènes qui se passent, notamment sur la grille électrique pour le stockage, qui ne sont pas pris en compte. Donc, il y a des études qui commencent à sortir. D'ailleurs, Frontier Economics a sorti une étude en décembre qui montre que lorsqu'on prend en compte l'ensemble de ce qui se passe sur la grille électrique avec l'énergie renouvelable, cet écart de rendement baisse de façon importante, puisqu'aujourd'hui, il y a une part de l'énergie renouvelable qui doit être stockée, et donc les rendements de stockage et de déstockage diminuent le rendement global de l'énergie renouvelable dans le véhicule électrique. Nous, cette question-là, on la prend différemment. On ne prend pas le véhicule électrique en comparaison parce que ça n'a pas de sens dans notre vision. Parce que notre vision, c'est vraiment comment transformer l'énergie renouvelable des endroits où elle est peu chère aux endroits où la demande existe. Okay, et quand on regarde ce type de carte, le câble électrique n'est pas la solution. Il faut forcément soit imaginer une logistique hydrogène avec tout ce qu'elle comporte en termes de challenge ou trouver d'autres solutions. Et donc, notre approche a été de comparer cette fois-ci de façon énergétique et en termes d'investissement la logistique hydrogène. Donc, je produis l'hydrogène dans ces régions un peu lointaines de l'Europe et je le transfère en Europe. Et dans ces études-là, le gain est significatif en termes disons, en termes de rendement global, à passer par des vecteurs énergétiques tels que l'ammoniac ou le méthanol ou le carburant synthétique. C'est d'ailleurs ce qu'on voit assez nettement dans cette figure-là. Si vous prenez un véhicule fuel cell, par exemple, qui utilise l'hydrogène, l'hydrogène fabriqué par exemple des panneaux solaires, le troisième cas là, encadré en vert,
fabriqué par des panneaux solaires en Arabie Saoudite et puis livré en Europe. Et vous le comparez avec un cas carburant synthétique, pareil, fabriqué avec la même électricité en Arabie Saoudite et livré en Europe, vous allez voir qu'il n'y a pas un écart majeur. On est en termes d'émissions de CO2, et dans ce cas-là, l'émission de CO2, c'est ni plus ni moins que la quantité d'énergie utilisée. Hein. On est dans les mêmes grandeurs. C'est dommage, là, le chiffre est caché là, sous la barre, mais je crois qu'on doit être à 9, un peu moins de 10, 9,5, voilà. 9,5, et vous voyez, pour un méthanol to gasoline, on va être à 18. Donc, on est vraiment très très proche. Il n'y a pas un écart énergétique, un écart énergétique important parce qu'on a transformé l'hydrogène en gasoline au final. L'écart est très ténu. Par contre, on va avoir un écart économique important puisque la logistique hydrogène est très très coûteuse. D'accord, merci beaucoup. Pas d'autres questions? Donc il y avait une question sur la signification du sigle IFT dans ICE et IFT gasoline. A priori c'est Fischer-Tropsch. C'est Fischer-Tropsch, c'est ça, Fischer-Tropsch. Très bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore un grand merci Pierre-Olivier et puis Sylvain dans l'aide à la préparation de ce webinaire. Et puis donc les slides et le webinar seront disponibles pour les participants et les membres des pôles. Et donc vous avez alors des questions qui arrivent au moment où j'allais conclure. Donc une question, est-ce que le transport hydrogène est intégré dans le modèle? Sur la partie évaluation de l'impact climatique, oui. Parfait. Et une autre, pourquoi une telle différence entre FCEC et BBEV, photovoltaïque et mix Europe? Dans quel... Alors, je pense qu'on est toujours sur le slide 7. Hein. Oui, mais pour quelle application? Le photovoltaïque, lorsqu'il va produire l'électricité, il ne produit pas de carbone. Hein. La principale source de carbone du photovoltaïque, c'est le coût de fabrication des panneaux solaires, et ce coût de fabrication énergétique, hein, et donc en termes de CO2, va être amorti sur la durée de vie du panneau solaire. Comme on amortit sur une durée de vie, suivant la position géographique du panneau solaire, l'énergie fabriquée par ce panneau solaire tout au long de la durée de vie va être différente, et donc le résultat, l'intensité carbone de cette énergie-là va être un petit peu différente. C'est la localisation du panneau solaire qui va changer l'intensité carbone de l'électricité à l'ordre 1, on va dire. L'Euromix Europe, donc là on utilise les projections d'intensité carbone de l'électricité telles qu'elles sont aujourd'hui projetées par l'IAE. Donc on est sur deux types d'électricité différentes avec deux intensités carbone de l'électricité qui sont différentes, d'où à la fin un résultat qui est différent. Je ne sais pas si je réponds à la question. A priori, oui, puisqu'il n'y a pas de remarques. Oui, parfait. Eh bien, très bien. Ben, encore merci Pierre-Olivier. Et donc, encore une fois, donc, les supports seront disponibles sur le site. Sylvain, si tu veux rajouter un mot. Non, moi je veux aussi remercier donc l'orateur, c'était très très intéressant. Bon, mais on voit qu'il y a plein de questions sur la slide là, qui est à l'écran, puisqu'il y a tout un tas de questionnements. Donc moi je trouve que c'est très intéressant et merci encore.
Voilà, ça serait peut-être même, mais pour peut-être approfondir, hein, parce que c'est les réponses à ces questions-là intéressantes. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, de distinguer les différents effets, parce qu'il y a en termes économiques, il y a le gain en termes de coût du fait par rapport à l'hydrogène, hein, du fait de réutiliser des infrastructures et puis des technologies existantes. Il y a aussi sur les besoins, ce que vous disiez par rapport à la localisation des sources, et donc sur Afrique, Moyen-Orient, Australie, et puis le ramener vers les centres de production. Donc peut-être la décomposition des facteurs, enfin, vous le savez mieux que moi, c'est souvent un sujet d'interrogation. Vous avez anticipé ces questionnements-là. Voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup un certain nombre de gens qui se posent des questions. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris là dans votre présentation, donc merci encore. Écoutez, on a un certain nombre d'études là-dessus, donc il n'y a pas de problème si vous voulez faire un autre événement ou des réunions spécifiques pour approfondir les questions. On est très très ouvert pour partager. On publie beaucoup sur cette partie-là, donc n'hésitez pas. Hein, on trouvera le temps de partager ces éléments-là de façon plus détaillée. Super, merci. Je remercie aussi Geoffroy pour avoir organisé ce webinaire. Merci encore. Une très bonne opportunité pour nous de partager tous ces éléments-là et les références associées. Merci beaucoup à tous.